va se présenter chacun de notre tour. Donc avec le groupe, nous avions pensé faire deux focus dont j'ai été chargé. Le premier, c'était sur la prévention spécialisée, et la période qui nous intéresse cet après-midi correspond pour la prévention à l'institutionnalisation de la prévention. Mon propos était appuyé beaucoup sur le livre des éducateurs dans la rue, Histoire de la prévention spécialisée, donc Vincent Père et Françoise Tétard. Donc je passe mon intervention, ça va nous faire rattraper du temps, hein, c'est joli. Et je vous renvoie par contre, attention, je vous renvoie à la lecture du livre. Hein, je n'ai rien mis de plus que le livre, sauf peut-être la fin. Ça, je peux vous dire la fin quand même, parce que celle-là, c'est la mienne. Et donc, elle est particulière. Enfin, particulière parce que c'est moi. Bon, voilà. Donc, institutionnalisation de la prévention, les grandes épreuves, donc c'est jusque 75, 80, et depuis. Et bien depuis, il y a la politique de la ville qui est venue bousculer l'ordre établi. Les lois du 6 janvier 1986, dites de décentralisation, transférant aux conseils généraux la compétence de l'aide sociale, la prévention spécialisée, inscrite dans l'aide sociale à l'enfance, se trouve désormais dans le champ de compétences des conseils généraux. Mais il y a la place que les maires voudront et souhaiteront tenir dans les questions de la prévention de la délinquance. Et ils vont glisser tout doucement de sécurité à sécuritaire. Et que dans ce glissement et dans le partage des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, le partage des compétences crée dans une certaine confusion les conditions d'une rediffusion de l'action sociale de proximité, ce qui pouvait être un espoir, au sein de laquelle la prévention spécialisée aura bien du mal, et très souvent, à ne pas être prise en otage. Alors, l'autre centration et l'autre focus, c'était la question de la drogue. Et Pierre est passé très très vite sur un petit bout du film dont j'avais voulu faire une référence, qui est donc Comme les anges déchus de la planète Saint-Michel, qui est un film de 1979 de Jean Schmitt. On peut peut-être interroger par la référence au film, mais ce que je voulais signaler et souligner, c'est le changement de regard sur les marginaux, sur les toxicomanes et sur les violents. Ils sont à peu près, avant cette date-là, quasiment ignorés. En tous les cas, on ne veut pas les voir. Pour une première fois, on s'y intéresse. En 1978, pour rappel, l'année du tournage, c'est un tournage qui est fait comme un documentaire. Jean Schmitt y tient beaucoup et il le fait, ce tournage, sans autorisation. Mais à cette époque-là, l'ère du peace and love, et il va le découvrir dans son film, l'ère du peace and love est révolue. Le film a été primé plusieurs fois, dont une au Festival sur les droits de l'homme pour les droits de l'éducation. Félix Guattari, psychanalyste à la clinique de Laborde, prendra même la défense du film en disant qu'il faut le regarder si on veut comprendre les questions de toxicomanie. Pourtant, le film fut interdit au moins de 18 ans et privé de télévision pendant de nombreuses années. Le comble, il a été présenté en 1999 sur une chaîne cryptée dans le créneau socio-porno. Le film, pour ceux qui iront le voir et le revoir, le film a vieilli. Il y a un certain nombre de séquences qui sont très, très vieillies. Par contre, il reste, pour cette rencontre, pour cette présentation et cette rencontre avec des toxicomanes, il reste un film dur. Pourtant, ce n'est pas un film dépourvu d'optimisme, parce qu'il saisit les anges déchus au moment où ils luttent, mais ils luttent avec leurs moyens, avec leurs errances, avec leur inconscience, contre l'expulsion des locataires d'un immeuble de la ville de Paris.
Je vous renvoie également au livre publié en 1977 aux éditions Jean-Claude Simoine qui s'appelle « Le cuir et le baston ». C'est un livre qui a été écrit par Maurice Lemoine et qui a été illustré par le photographe Yann Morvan. Alors Yann Morvan vient de nous quitter et c'est un photographe. Voilà. La question, ces 2 points, là, le film et ce livre, la question, c'est la question du regard porté sur les marginaux, toxicomanes et violents. Cette question se posera aussi aux travailleurs sociaux et interrogera leurs pratiques. Lorsque les drogues arrivent dans les quartiers où les équipes que je dirige interviennent, cette apparition est d'abord pour elles la rencontre avec des consommateurs. Nous les connaissions et nous avions même avec certains des expériences d'accompagnement. Mais notre pratique éducative va être percutée par plusieurs problèmes. D'abord, c'est la violence des rapports avec nous quand ils sont sous-produits. Il n'est pas rare que des accrochages physiques aient lieu. Les prétextes sont toujours futiles, mais ils perdent tout respect. Nous avions, pour les plus anciens, l'expérience des plus âgés alcoolisés. Eux aussi venaient semer le trouble, eux aussi perturber nos rencontres avec les autres. Mais là, ces nouveaux consommateurs de produits, ils nous déboussolent par leur irritabilité et l'exigence qu'ils posent pour obtenir une réponse immédiate à leurs demandes. La question du dépôt de plainte a été difficile à gérer. Qu'il faille déposer une plainte quand l'agression était trop violente ne faisait aucun doute. Mais comment éviter que le professionnel, la victime, ne se retrouve seul, inscrit dans la procédure? C'est lui la victime, donc c'est lui qui sera sur la lettre de convocation. Aussi, lors du dépôt de plainte, nous présentions l'association, elle aussi comme victime d'un préjudice, puisque un de ses salariés ne pouvait plus momentanément accomplir sa mission. Cette absence constituait un manque qu'il fallait réparer. J'accompagnais donc l'éducateur au commissariat pour qu'une plainte conjointe soit enregistrée afin que nous ayons une seule procédure. Nous n'engagions qu'un seul avocat qui pouvait défendre les intérêts de la personne physique, l'éducateur salarié, et de la personne morale, l'association employeur. Au tribunal, l'idée était là, c'est que les débats se centrent sur la mission pour laquelle nous étions conventionnés et pour laquelle le salarié était engagé. La présence de l'éducateur n'était pas obligatoire, l'avocat pouvait le représenter, et il pouvait être mis à distance de cette rencontre avec l'agresseur. Même si cela ne simplifiait pas pour autant le retour dans le quartier et l'inévitable rencontre avec les amis de l'agresseur et la famille de celui-ci. Troisième point. Nous utilisions beaucoup en prévention le groupe comme médiateur entre un jeune limite et l'adulte intervenant, à la fois pour prendre à témoin les membres du groupe dans ce que nous affirmions, mais aussi pour que l'échange soit entendu par d'autres que celui qui était concerné par la discussion. Nous pouvions revenir vers eux à distance, témoins de la scène, mais là, très vite, l'arrivée du toxicomane fait exploser le groupe. Il y a de toute évidence des comptes et des mauvaises embrouilles avec chacun des membres du groupe. De plus, dans ces moments-là, il montre une image de lui-même dont les jeunes ne veulent pas être témoins en notre présence et dont personne ne veut reparler. Dans le même temps, les contacts avec les familles deviennent difficiles. Ces jeunes sont aussi dans des plans d'argent avec tous les membres de la famille, quand ils n'ont pas déjà volé leurs propres parents. Les parents qu'on rencontre refusent de reconnaître ces désordres bruyants et violents dans leur famille. Ils en ont
honte et ne veulent pas nous écouter. Rien ne tient, rien n'a de sens, si ce n'est d'être à leur service. La pratique des éducateurs est donc mise à rude épreuve. Nous savions aller vers les jeunes des quartiers et travailler avec la demande de changement qui, petit à petit, émergeait des rencontres. Là, la demande exprimée n'est que le prétexte à détourner notre présence bienveillante à leur profit, pour qu'ils trouvent leur dose et ou qu'on les balade. Ils ne sont pas fiables, ils vont dans un premier temps nous emmener dans des plans impossibles. On fait le choix de les suivre, mais c'est toujours et très souvent l'échec. Leur inconstance, leur violence, la déchéance dans laquelle nous retrouvons certains, le sentiment d'être utilisés, tous ces problèmes vont traverser les équipes et souvent les échanges entre collègues deviennent eux aussi, permettez-moi le jeu de mots, toxiques. Ils nous renvoient à notre impuissance à travailler des solutions pour les sortir de là. La violence subie, et c'est le 7e point, crée une insécurité dans les équipes et quelquefois un refus de retourner dans ces parties de quartier où les éducateurs pourraient rencontrer ces jeunes. Ce refus est évoqué. La succession d'incidents nous obligera à ne conserver sur les quartiers d'intervention que des lieux d'accueil collectif ou des bureaux pour des entretiens individuels. Le siège de l'association et les bureaux seront installés à distance des quartiers. D'une certaine façon, ces départs signaient aussi un changement de posture. Nous n'étions plus naturellement dans les quartiers. Nous y venions pour accomplir notre mission. Ce changement a eu des conséquences sur les équipes en termes d'apaisement et de distanciation, mais aussi sur les habitants. Certains ont ressenti, et nous le reprocherons, une distance, une rupture. Dès que j'ai retrouvé ma 5e page. Il faudra plusieurs années avant que nous réussissions à construire une démarche éducative en direction de ces publics. Le partage avec d'autres équipes sera utile et les échanges avec les partenaires chargés de l'accueil et de la prise en charge de ces personnes toxicomanes permettra de reconstruire un savoir-faire. En particulier sur les questions de l'injonction de soins. Au début, les intervenants en toxicomanie pensaient impossible d'obliger les jeunes à entrer dans une démarche de soins. Il fallait un engagement personnel à vouloir changer. Nous avons appris à travailler avec la contrainte de soins, comme eux, les accueillants en toxicomanie, pour qu'elle ne soit pas seulement une obligation à se conformer à la loi, mais fasse émerger une voie pour la guérison. Et je voudrais ici apporter un certain nombre de remerciements aux dirigeants d'une association du Loiret qui s'appelle la Pléiade, la présidente et sa directrice, parce que nous avons réussi, et pour avoir accepté, de confronter les points de vue. Pas simplement de s'opposer sur la prise en charge, mais confronter les points de vue sur cette jeunesse toxicomane. Nous avons, à cette occasion, créé des journées d'échange. Ça s'appelait tout simplement « Regards croisés » sur les pratiques. Par exemple, comment nous parlions à ces accueillants en toxicomanie, comment nous parlions de la question de l'aller vers. Est-ce que c'est simplement la volonté d'aller vers ou est-ce que c'est une posture professionnelle construite, structurée, réfléchie? Cet échange-là a été extrêmement intéressant pour permettre de faire ce que nous avons fait pendant plusieurs années, des équipes communes, un éducateur de prévention, un accueillant en toxicomanie qui allait vers. En particulier quand il y a eu les questions sur le sida et où il y avait de l'information à porter et à apporter, mais il fallait qu'on trouve des outils pour le faire. Voilà. Nous avons aussi travaillé sur la question du langage, comment on parle, et sur la question des contenus et des postures. Et dans les journées dont je parlais, regards croisés, évidemment, 3
Je pense à 3 personnes en particulier qui sont intervenues assez régulièrement. Françoise Tétard, bien sûr, Joël Bordet et David Le Breton. David Le Breton en particulier, sur ses premières œuvres, parce qu'après c'est un petit peu différent, mais sur ses premières œuvres, sur la question du corps, et comment on met son corps, comment ces adolescents, à ce moment-là, mettent en jeu leur corps, à la fois sur la question des scarifications, sur la question des tatouages, mais aussi sur la question de la toxicomanie, parce que quand on s'injecte, quand on se passe la seringue, quand on se coupe, quand on se... Voilà. Et il nous a beaucoup aidés dans cette avancée. Merci. Qu'il y a, il me semble, derrière le témoignage de Patrick, voilà, il me semble qu'on aurait besoin que tu précises vraiment la chronologie fine. La chronologie fine, alors, ce que je vous dis, c'est 3-4 années entre 79 et 82, 80, 83 au maximum. C'est vraiment cette première fois où les équipes sont déployées, les équipes sont au travail, elles ont une connaissance et une reconnaissance de ce qui... alors une connaissance du quartier, de ce qui s'y passe, comment c'est organisé. Petite précision que je n'ai pas donnée, il s'agit d'interventions dans le Loiret. Donc c'est un département 45, c'est un département de la région centre. On a des quartiers qui ont été bousculés, pas mal bousculés, en particulier avec des tensions entre les centres sociaux qui étaient implantés anciennement dans les quartiers, avec des activités qui s'adressaient plutôt à des personnes parents ou troisième âge, et bousculés par des groupes d'adolescents qui veulent quelque chose, veulent des activités, veulent aussi leur part du gâteau et du temps des professionnels qui sont là. Ça se finit mal en général. Ça se finit dans les quartiers d'Orléans et des banlieues autour par des fermetures de locaux. Les centres sociaux arrêtent en disant nous on peut pas et il faut faire quelque chose d'autre. Et à l'époque, on m'avait demandé de démarrer, donc ça c'est un petit peu antérieur à ça, on m'avait demandé de démarrer une étude de faisabilité de l'implantation, puisque c'est ça qu'il fallait faire. Et donc le préfet donnait son agrément pour que des équipes de prévention soient déployées sur les territoires, mais il fallait, compte tenu du nombre de territoires qui posaient question, faire un programme et un plan de développement des actions de prévention spécialisées. Donc ça commence sur un certain nombre de petits territoires et puis ça va se développer. Donc on a 2-3 années de travail dans ces conditions-là. On reprend pied dans les territoires. On a 2 objectifs, à la fois aller fortement et vraiment de façon intentionnelle, forte vers ces publics qui ont pour la plupart une vingtaine d'années. On rencontre beaucoup de problèmes de bagarres, de vols, de cambriolages, d'agressions. On a ce genre de délinquance-là. Mais pas une délinquance encore sur ce qu'on appellera après les trafics et tout ça. On a ça, même si, évidemment, quand on a volé quelque chose, il y a du trafic quand même, parce qu'on ne le vole pas pour sa consommation personnelle. Mais donc, on a une reconnaissance et une connaissance, on est installé, et on a le sentiment que on va pouvoir faire face, quoi. Et ce qui nous arrive, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette rencontre avec des consommateurs qui ne calent plus du tout dans nos outils, dans notre façon de faire et dans nos outils de travail. Et puis après, c'est ce que je vous ai dit. La parole est à la salle et à distance aussi, à Internet, comme ce matin. N'hésitez pas à lever la main. Oui, donc ce que je disais, c'était pour compléter ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit, Monsieur Dick, c'est que
à mon arrivée en préf, donc il y a 2 ans maintenant, j'avais ce regard un peu sur la prise de drogue qui était, il faut arrêter, il faut stopper. Et en fait, en échangeant avec les jeunes qui en prenaient, qui avaient des grosses consommations, en fait, je me suis rendu compte, et c'est eux qui m'ont ouvert les yeux sur la prise de drogue, c'est que en fait, la prise de drogue, c'était vraiment un médicament, et que justement, en les obligeant, on les enfermait encore plus dans quelque chose. Et quand j'ai compris ça, la relation que j'ai pu avoir avec eux était complètement différente. Donc en fait, le fait de dire par rapport aux commentaires qu'il y avait tout à l'heure sur il faut le reporter à la gendarmerie et à la police, moi je crois pas que ce soit une bonne idée dans la relation qu'on a et dans le maillage qu'on peut avoir sur un quartier. Et deuxièmement, pour la personne accompagnée, je suis pas sûr non plus que ça puisse l'aider, parce que souvent, en fait, ils ont plus besoin d'un appui psychologique et ce qui parlait à l'instant là, d'un logement, donc une sécurité de base, avant de travailler sur une addiction qui est telle quelle, hein, comme la drogue, voire la cigarette, quoi.